Mon mari s'attendait à ce que je cuisine à nouveau pour 32 personnes. J'ai choisi de penser à moi à la place. La voix de l'agent d'embarquement a grésillé dans les haut-parleurs de l'aéroport à 3h17 du matin. Dernier appel pour l'embarquement du vol 442 à destination de Maui. Je serrais ma carte d'embarquement si fort que mes doigts tremblaient, le papier était déjà humide de sueur et de larmes. Derrière moi, quelque part dans notre maison de Stone Mountain à 40 minutes de là, 30 couverts restaient vides sur la table de la salle à manger. J'avais passé 3 heures à les dresser la veille au soir. La dinde que j'aurais dû commencer à préparer il y a 1 heure restait figée dans le congélateur du réfrigérateur, tout comme mon cœur l'était depuis 5 ans. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'André, « J'espère que tu es debout en train de cuisiner, bébé. » Maman envoie déjà des textos pour l'horaire. Je l'ai éteint et je suis monté dans l'avion, laissant derrière moi bien plus qu'un dîner de la fête de l'Action de grâce. J'abandonnais une vie qui m'avait lentement étranglé, une suggestion utile et un commentaire dédaigneux à la fois. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel noir, j'ai pressé mon front contre la fenêtre froide et j'ai regardé les lumières de la ville s'estomper en dessous. Quelque part là-bas, Miss Evelyn arriverait à 14h en s'attendant à son festin parfait. Et André resterait là, confus, me traitant probablement d'égoïste pour la première fois en face au lieu de le faire dans mon dos auprès de sa mère. Mais je ne serais pas là pour voir le choc dans leurs yeux. Je ne serais pas là pour m'excuser. Pour une fois en 5 ans, je ne serais pas là du tout. Et cette pensée me terrifiait et m'enthousiasmait à parts égales. Avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous suit. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Votre soutien nous aide à donner vie à encore plus de récits de vengeance épique. Bonne écoute. 3 jours plus tôt, le bruit des talons de Miss Evelyn claquant sur notre parquet me rappelait toujours le marteau d'un juge, sec, décisif, final. Elle est entrée dans notre cuisine comme si elle lui appartenait, ce qui, selon André, était pratiquement le cas puisqu'il nous avait aidés pour la compte. Daniel, ma chérie, sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à m'assigner une tâche déguisée en faveur. Nous devons discuter des préparatifs de la fête de l'Action de grâce. J'avais les mains plongées dans l'eau de vaisselle du dîner que je venais de leur servir, le rôti de bœuf préféré d'André avec tous les accompagnements que sa mère m'avait appris à faire de la bonne manière durant ma première année de mariage. Mes mains étaient à vif à cause de l'eau brûlante, mais j'avais appris à ne pas porter de gants en caoutchouc en présence de Miss Evelyn. Elle avait une fois commenté qu'il me donnait un air peu professionnel. Bien sûr, ai-je répondu, forçant la gaieté dans ma voix. Que puis-je faire pour aider ? André a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour échanger un regard avec sa mère. Je l'avais vu des milliers de fois au fil des ans, une communication silencieuse qui m'excluait entièrement, comme si j'étais une enfant à qui l'on ne pouvait pas confier des conversations d'adultes. Miss Evelyn a fouillé dans son sac à main de créateur et en a sorti un morceau de papier plié. La façon dont elle le manipulait avec tant de cérémonie me nouait l'estomac. Elle l'a posé sur le comptoir à côté de moi avec le soin de quelqu'un présentant une preuve au tribunal. La liste des invités pour jeudi, a-t-elle annoncé. J'ai invité quelques personnes de plus cette année. La cousine Cynthia amène son nouveau petit ami. L'oncle Raymond vient avec toute sa famille, et les Johnson du Country Club se joindront également à nous. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai ramassé le papier. À mesure que je le dépliais, les noms n'en finissaient plus. J'ai compté 1 fois, puis 2, certaine d'avoir fait une erreur. 30 personnes ? Les mots sont sortis dans un souffle. 32, en fait. Le petit Timmy Johnson compte pour une demi-personne puisqu'il n'a que 6 ans, mais tu devrais quand même prévoir 30 portions complètes. C'est un garçon en pleine croissance et tout ça. Le rire de Miss Evelyn était comme du cristal qui se brise. Je sais que cela semble beaucoup, mais tu es devenu si doué pour organiser ces événements familiaux. Tout le monde vante toujours ta cuisine. André a enfin levé les yeux de son téléphone, mais seulement pour acquiescer d'un signe de tête. Tu gères, bébé. Tu t'en sors toujours. Je fixais la liste, les yeux légèrement brouillés alors que j'essayais de traiter ce qu'il me demandait. Les années précédentes, nous avions reçu peut-être 15 personnes, et même cela signifiait que je commençais à cuisiner 2 jours à l'avance, que je dormais à peine et que je passais tout le dîner à faire des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger pendant que tout le monde se détendait. Quand as-tu invité tous ces gens, ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Au cours des dernières semaines, a dit Miss Evelyn avec désinvolture. Ne t'inquiète pas pour le timing,
ma chère. Tu t'en sortiras très bien. C'est toujours le cas. Mais je n'ai pas acheté de provisions pour 30 personnes. Je n'ai pas prévu de menu pour Beau, je me suis occupé de la partie planification. Miss Evelyn a sorti un autre morceau de papier, celui-ci couvert de son écriture précise. Voici le menu complet. J'ai amélioré quelques petites choses cette année. Les Johnson sont habitués à un certain standing. Tu comprends? J'ai regardé le menu et j'ai senti la pièce se mettre à tourner légèrement. Dinde avec 3 farces différentes, jambon glacé à l'ananas, 7 accompagnements différents, 4 desserts incluant une pâte à tarte faite maison pour la tarte à la citrouille parce que celles du commerce ne conviennent pas, sauce au canneberge maison et petit pain frais. Miss Evelyn, c'est beaucoup à gérer pour une seule personne. Elle a agité la main comme si j'avais mentionné quelque chose de trivial, comme un léger désagrément météo. Non-sens. Tu en es parfaitement capable. D'ailleurs, André sera là pour aider. J'ai regardé mon mari, espérant voir dans ses yeux une reconnaissance du fait que ce que sa mère demandait frisait l'impossible. Au lieu de cela, il était déjà reparti à faire défiler l'écran de son téléphone. Je vais certainement donner un coup de main, a-t-il dit sans lever les yeux. Je peux découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. Découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. C'était son idée de l'aide pour un repas qui nécessiterait environ 16 heures de cuisine active. À quelle heure dois-je commencer à cuisiner, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sache déjà que la réponse serait déraisonnable. Miss Evelyn a vérifié sa montre coûteuse. Eh bien, le dîner doit être servi à 14 heures pile. Les Johnson préfèrent manger tôt. Je dirais que tu devrais commencer vers 4 heures du matin pour être sûr. Peut-être 3h30 si tu veux que tout soit parfait. 4 heures du matin, ai-je répété. Commence à cuisiner à 4 heures du matin, a-t-elle dit plus fermement cette fois, en me tendant la liste des invités. Et assure-toi que tout soit parfait cette fois-ci. André a levé les yeux à ce moment-là, mais seulement pour insister à son tour. Ouais, et assure-toi que tout soit parfait cette fois. La farce était un peu sèche l'année dernière. La farce que j'avais faite tout en gérant simultanément 6 autres plats pendant qu'il regardait le football au salon. La farce que tout le monde avait complimentée. La farce que sa mère m'avait spécifiquement demandé de refaire cette année. Bien sûr, je me suis entendu dire. Bien sûr, je m'assurerai que tout soit parfait. Mais alors que je me tenais là, tenant cette liste de 32 noms et un menu qui mettrait au défi la cuisine d'un restaurant, quelque chose de froid s'est installé au creux de mon estomac. Ce n'était pas seulement l'impossibilité de la tâche qu'il m'avait confiée. C'était la désinvolture avec laquelle il l'avait fait, comme si mon temps, mes efforts et ma santé mentale étaient des marchandises qu'il pouvait dépenser sans considération. Plus tard cette nuit-là, après le départ de Miss Evelyn et une fois qu'André se fut endormi, je me suis assise à la table de la cuisine avec une calculatrice pour essayer de comprendre l'organisation. La dinde à elle seule devrait aller au four à 6 heures du matin pour être prête à 14 heures, mais j'aurais besoin de l'espace du four pour les autres plats. Les calculs ne collaient pas. Le timing était impossible. Je me suis surprise à fixer la liste des invités, en la regardant vraiment pour la première fois. 32 personnes, mais mon nom n'y figurait pas. Je cuisinais pour 32 personnes, et je n'étais même pas considérée comme une invitée au dîner que je préparais. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. Ruby, la cousine d'André, n'était pas sur la liste. Ruby, qui venait à la fête de l'Action de grâce familiale depuis des années. Ruby, qui venait de divorcer et traverser une période difficile. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Daniel, il est un peu tard. Tout va bien? Je me demandais juste, est-ce que tu viens pour la fête de l'Action de grâce cette année? Il y eut un long silence. Eh bien, Miss Evelyn a appelé la semaine dernière. Elle a dit que puisque je suis célibataire maintenant et que je traverse une période si difficile, il serait peut-être préférable que je passe les fêtes quelque part de plus approprié pour ma situation. Elle a suggéré que je serais peut-être plus à l'aise dans une réunion plus petite. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Elle t'a des invités? Elle ne l'a pas formulé ainsi, mais oui, je suppose que c'est ce qu'elle a fait. Ruby faisait partie de la famille depuis 8 ans. Mais dès que sa vie était devenue compliquée, dès qu'elle pouvait avoir besoin de soutien au lieu de fournir une valeur de divertissement, Miss Evelyn l'avait rayée de la liste. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise dans la cuisine sombre. La liste des noms se brouillait devant moi alors que les larmes que je retenais depuis des heures finissaient par couler.
Mais ce n'était pas seulement des larmes de frustration face à la tâche impossible qui m'attendait. C'étaient des larmes de reconnaissance parce que je me voyais dans la situation de Ruby. Je voyais ce qui arrivait quand on cessait d'être utile à Miss Evelyn. Quand on cessait d'être la belle-fille parfaite capable de réussir des dîners impossibles sans jamais se plaindre. Quand on devenait plus d'ennui qu'on en valait la peine. J'étais à une mauvaise fête de l'Action de grâce d'être désinvité de ma propre vie. Mardi matin, l'épicerie à 6 heures du matin était un désert de néons et de rayons vides. J'y étais depuis l'ouverture, mon chariot débordant d'ingrédients pour un repas qui semblait plus impossible à chaque article ajouté. J'ai ajouté 3 dindes, 2 jambons et des kilos de légumes que je devrais laver, couper et cuisiner jusqu'à épuisement. Le total à la caisse a fait trembler mes mains alors que je passais notre carte de crédit, sachant qu'André verrait la dépense plus tard et ferait probablement un commentaire sur le coup. Madame Myers ou Suzanne de la maison d'à côté, était dans la file derrière moi avec un seul sac de café et quelques muffins. « Vous préparez un grand dîner cette année ?» a-t-elle demandé, regardant mon chariot débordant avec inquiétude. « La fête de l'Action de grâce pour 32 personnes, ai-je répondu, essayant d'avoir l'air décontracté. Ses yeux se sont agrandis. 32 ? Toute seule ? Mon mari m'aidera, ai-je dit machinalement, bien que les mots aient un goût de mensonge. Elle m'a regardé longuement, et j'ai pu voir de la pitié apparaître sur son visage. Ma chérie, ce n'est pas de l'aide. C'est regarder quelqu'un se noyer en restant sur le quai. Ces paroles m'ont suivi jusque chez moi et ont résonné dans ma tête alors que je commençais le travail de préparation. J'ai disposé les ingrédients sur chaque espace de comptoir disponible, transformant notre cuisine en quelque chose qui ressemblait plus à une installation de préparation alimentaire commerciale qu'à un foyer. À midi, je travaillais depuis 6 heures d'affilée et j'avais à peine entamé ce qui devait être fait. Mon dos me faisait souffrir, mes pieds me lançaient et je n'avais rien mangé, à l'exception d'une poignée de craquelins. C'est alors qu'André a déambulé dans la cuisine, encore en pyjama, sa tasse de café à la main. « Waouh, tu te donnes vraiment à fond cette année » a-t-il dit en observant le chaos. Ça sent déjà bon. J'avais les mains pleines de farce à dinde, couvertes d'un mélange de chapelure, de céleri et d'œufs crus. Peux-tu m'aider à fourrer ça dans l'oiseau? Je n'y arrive pas seul. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. En fait, j'ai promis aux gars de les rejoindre pour une petite partie de golf. Tradition d'avant les fêtes, tu sais? Mais je serai de retour bien à temps pour aider avec les choses lourdes demain. Je l'ai fixé. Du golf aujourd'hui? Juste 9 trous. Peut-être 18 si on avance bien. Tu sais ce que c'est. Il se dirigeait déjà vers la porte. De toute façon, tu maîtrises tout ici. Tu es comme une machine quand il s'agit de ces choses-là. Comme une machine. Les mots m'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Les machines ne se fatiguent pas. Les machines n'ont pas besoin d'aide. Les machines n'ont pas de sentiments qui peuvent être blessés par un dédain désinvolte. Il était parti avant que je puisse répondre, me laissant seul avec de la nourriture pour 32 personnes et la réalisation croissante que j'étais invisible dans ma propre maison. L'après-midi s'était tiré dans un flou de découpe, d'assaisonnement et de pré-cuisson de ce qui pouvait être préparé à l'avance. Chaque surface de la cuisine était couverte de plats à divers stades de préparation. Le réfrigérateur était si plein que je devais jouer à Tetris avec les contenants pour tout faire rentrer. Vers 17 heures, Miss Evelyn a appelé. Je prenais juste des nouvelles des préparatifs, ma chère. Comment ça se passe? J'ai regardé autour de moi la zone de désastre qu'était ma cuisine, mes mains à vif à force de lavage constant, et la montagne de vaisselle qui s'était déjà accumulée. Bien, ai-je dit. Tout va bien. Merveilleux. Oh, et j'ai oublié de mentionner que le fils des Johnson a une allergie sévère aux noix. Tu devras t'assurer qu'aucun des plats ne contienne de noix ou n'ait subi de contamination croisée. C'est une situation potentiellement mortelle s'il y a la moindre exposition. Une allergie aux noix pour un enfant de 6 ans qu'elle mentionnait maintenant, la veille du dîner, après que j'ai déjà préparé 3 plats contenant des amandes ou des noix de pécan. Quel plat exactement devrais-je? Oh, je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu es si doué pour gérer ces détails. À demain, ma chère. Elle a raccroché avant que je puisse poser l'une des douzaines de questions qui m'avaient immédiatement envahi l'esprit. Je me suis tenu dans ma cuisine entouré des preuves de 12 heures de travail ininterrompu et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, cela viendrait plus tard, juste se fissurer, comme la première faille dans un barrage qui retient trop de pression depuis trop longtemps. Ce soir-là, André est rentré sentant la bière et l'herbe du terrain de golf,
tout joyeux de sa journée de liberté alors que j'avais été piégé dans l'enfer des préparatifs. Comment s'est passée la cuisine, bébé? Tout est prêt pour le marathon de demain. J'étais assise à la table de la cuisine, m'autorisant enfin à me reposer pour la première fois depuis l'aube. Tout mon corps était endolori et je n'avais pas pris de vrai repas de la journée. Il y a un problème avec le menu, ai-je dit calmement. 3 plats contiennent des noix, et apparemment le fils des Johnson a une allergie sévère. André a haussé les épaules. Alors fais des versions différentes de ces plats. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. 3 plats complètement différents nécessitant des ingrédients entièrement nouveaux et un temps de préparation que je n'avais pas, en plus de tout ce que j'essayais déjà d'accomplir. André, j'ai besoin d'aide. De l'aide réelle. Pas seulement pour découper la dinde. J'ai besoin que tu cuisines certains de ces plats. Il a semblé véritablement surpris par la demande. Mais tu es tellement meilleure cuisinière que moi. Et maman a spécifiquement demandé ton gratin de haricots verts et ta farce. Les gens viennent en s'attendant à ta cuisine. Alors peut-être que les gens peuvent venir en s'attendant à ta cuisine aussi, ai-je lâché, mon épuisement brisant enfin ma politesse soigneusement entretenue. Le ton tranchant de ma voix a semblé le surprendre. Nous étions mariés depuis 5 ans et je n'avais jamais utilisé ce ton avec lui auparavant. Oh, tu es visiblement stressé. Écoute, je vais t'aider demain, c'est promis. Mais ce soir, je suis crevé après le golf, et j'ai cette réunion tôt demain pour laquelle je dois être en forme. Quelle réunion tôt? Demain c'est la fête de l'Action de grâce. Une conférence téléphonique avec le bureau de Singapour. Une question de fuseau horaire. Mais ça ne prendra qu'1 heure, peut-être 2. J'aurai fini bien avant que les gens commencent à arriver. Encore une chose qu'ils n'avaient pas mentionnée. Une autre façon de me laisser gérer seul le rush du matin. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Quand était-il devenu quelqu'un capable de me regarder m'épuiser au travail sans ressentir l'obligation d'aider? Quand étais-je devenu quelqu'un dont les difficultés étaient si invisibles qu'elles n'étaient même pas perçues comme de vrais problèmes? Je vais me coucher, ai-je fini par dire. Bonne idée. Repose-toi. Grosse journée demain. Alors que j'étais allongé dans le lit cette nuit-là, fixant le plafond, je faisais les calculs dans ma tête. Si je me levais à 3h30 du matin, je pourrais mettre les dindes au four pour 4 heures. Cela me donnerait 10 heures pour préparer cet accompagnement, faire les petits pains frais, préparer 4 desserts et créer des alternatives sans noix pour les 3 plats qui étaient désormais interdits. 10 heures pour ce qui aurait dû représenter 20 heures de travail. Les calculs ne fonctionnaient pas. Le calendrier était impossible. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on attendait de moi que j'y parvienne parce que j'y parvenais toujours. C'est alors que j'ai réalisé la vérité la plus dévastatrice de toutes, je les avais habitués à me traiter de la sorte. Chaque fois que j'avais réussi un dîner impossible, chaque fois que j'avais souri en disant bien sûr quand on me demandait l'irréalisable, chaque fois que je m'étais excusé pour des choses qui n'étaient pas de ma faute, j'avais enseigné que mes limites n'avaient pas d'importance. Je m'étais rendu indispensable et invisible en même temps. J'ai réglé mon réveil pour 3h30 et j'ai fermé les yeux, bien que le sommeil semblât aussi impossible que la tâche qui m'attendait dans quelques heures. Mercredi matin, 2h47. Je me suis réveillé avant mon réveil, mon corps sursautant à la suite d'un rêve où je courais dans une cuisine sans fin pendant que des gens sans visage me criaient des ordres. La maison était plongée dans l'obscurité totale et le silence, à l'exception de la respiration régulière d'André à mes côtés. Pendant un moment, je suis resté là dans le noir, et une pensée étrange m'a traversé l'esprit, que se passerait-il si je ne me levais tout simplement pas? Et si je restais au lit et laissais le réveil sonner? Et si 32 personnes se présentaient devant une table vide et devaient se débrouiller pour leur propre dîner pour une fois? La pensée était si étrangère, si complètement contraire à tout ce qu'on m'avait conditionné à faire, qu'elle m'a presque fait rire. Presque. Mais ensuite j'ai imaginé le visage de Miss Evelyn quand elle arriverait dans le chaos au lieu de la perfection. J'ai imaginé la confusion d'André quand il réaliserait que je n'allais pas tout arranger comme je le faisais toujours. J'ai imaginé 32 personnes n'ayant prévu aucune alternative, n'ayant rien apporté pour contribuer, se tenant là à se regarder les unes les autres. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti autre chose que de l'appréhension face à une réunion de famille. J'ai ressenti de la curiosité. Je me suis glissé hors du lit sans réveiller André et je suis descendu silencieusement à la cuisine. Dans l'obscurité du petit matin, entouré des preuves du travail de préparation de la veille,
je me suis autorisé à penser réellement à l'impensable. Et si je partais? Pas pour toujours, pas de façon dramatique. Juste partir, monter dans ma voiture et aller ailleurs. Les laisser gérer un repas sans moi. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Jamais, en 31 ans de vie, je n'avais simplement manqué de me présenter à quelque chose que je devais faire. Je n'avais jamais laissé tomber personne. Je n'avais jamais fait passer mes propres besoins avant le confort de quelqu'un d'autre. Je me suis fait une tasse de café et je me suis assise à la table de la cuisine en regardant la liste des invités qui se trouvait toujours là où Miss Evelyn l'avait posée il y a 2 jours. 32 noms. 32 personnes qui s'attendaient à ce que je sacrifie mon sommeil, ma santé et ma santé mentale pour leur offrir un repas parfait alors qu'elles n'offraient rien en retour, si ce n'est des critiques si les choses n'étaient pas exactement comme il faut. J'ai pris mon téléphone et, sur une impulsion, j'ai ouvert un site de voyage juste pour regarder, juste pour voir ce qui était possible. Le premier résultat m'a coupé le souffle, escapade de dernière minute pour la fête de l'Action de grâce à Hawaï. Place limitée. Départ tôt jeudi matin. Retour dimanche. Hawaï. J'avais toujours voulu aller à Hawaï, mais André préférait les destinations avec de bons terrains de golf et des opportunités de réseautage professionnel. Hawaï, ce n'est que des plages et des pièges à touristes, disait-il toujours. Qu'est-ce qu'on y ferait toute la journée? J'ai cliqué sur l'annonce avant de pouvoir changer d'avis. Le vol partait à 4h15 du matin, presque exactement au moment où je devais commencer à cuisiner. Le prix était élevé, bien plus élevé que ce qu'André approuverait jamais pour des vacances spontanées. Mais c'était aussi notre argent, notre compte joint auquel j'avais contribué autant que lui, même s'il gagnait plus et que, d'une manière ou d'une autre, cela lui donnait un droit de veto sur les achats importants. J'ai fixé l'écran de réservation pendant un long moment, mon doigt survolant le bouton de sélection du vol. Quel genre de personne abandonne 32 personnes pour la fête de l'Action de grâce? Mais une autre voix dans ma tête, plus discrète mais plus forte, demandait, quel genre de personne attend d'un seul individu qu'il gère le dîner de 32 personnes sans aucune aide? J'ai pensé à Ruby, désinvitée d'une famille dont elle faisait partie depuis 8 ans parce que son divorce la rendait encombrante. J'ai pensé à André balayant mes demandes d'aide comme si c'était des exigences déraisonnables au lieu de supplications désespérées. J'ai pensé à Miss Evelyn mentionnant avec désinvolture une allergie mortelle la veille du dîner, comme si ma capacité à restructurer complètement le menu du jour au lendemain était un acquis. J'ai pensé à celle que j'étais avant de devenir la personne qui dit toujours oui, qui s'arrange toujours, qui s'excuse toujours de ne pas être assez parfaite. Avant de changer d'avis, j'ai cliqué sur sélectionner le vol. L'écran suivant demandait les informations sur les passagers. J'ai tapé mon nom, ma date de naissance, mes informations. Seulement les miennes. Une personne seule. Il y avait quelque chose de puissant à voir mon nom sur ce formulaire de réservation tout seul, Daniel Williams. Pas la femme d'André, pas la belle-fille de Miss Evelyn. Juste moi. J'ai entré les informations de notre carte de crédit et j'ai cliqué sur réserver maintenant avant de trop réfléchir à ce que je faisais. L'email de confirmation est arrivé immédiatement, vol 442 vers Maui, départ 4h15, porte B12. Enregistrement recommandé 2 heures avant, ce qui signifiait que je devais partir pour l'aéroport à 1h30. Dans 10 heures, je devrais sortir la première dinde du four. À la place, je serai quelque part au-dessus de l'océan Pacifique à regarder le soleil se lever à 30 000 pieds d'altitude. La réalisation de ce que je venais de faire m'a frappé comme une force physique. J'allais vraiment le faire. J'allais disparaître le matin de la fête de l'Action de grâce et les laisser se débrouiller pour leur propre dîner. Une partie de moi s'attendait à ressentir de la culpabilité, de la panique ou l'envie d'annuler le vol et de retourner à mes préparatifs. À la place, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, de l'anticipation. J'ai passé le reste des heures du petit matin à me déplacer dans la maison comme un fantôme, préparant une petite valise avec des vêtements d'été que je n'avais pas portés depuis des mois. Des maillots de bain enfouis dans mon tiroir, des robes d'été qu'André disait toujours trop décontractées pour les endroits où nous allions ensemble. En faisant mes valises, je me suis surprise à repenser à toutes les fêtes de l'Action de grâce que j'avais orchestrées au fil des ans. Toutes ces heures de préparation, le stress, l'épuisement. Toutes ces fois où j'avais mangé mon propre dîner froid parce que j'avais été trop occupé à servir tout le monde. Tous les compliments qui étaient allés à Miss Evelyn pour avoir organisé de si charmantes réceptions pendant que je restais invisible dans la cuisine. J'étais en train de plier une robe d'été jaune quand le téléphone d'André a sonné sur sa table de chevet. Il était 3 heures du matin.
Qui appelait à 3 heures du matin à moins d'une urgence? Je me suis approché doucement pour écouter. André? C'est ta mère. Je sais qu'il est tôt, mais je n'arrivais pas à dormir. Je suis tellement inquiète pour demain. Même à travers le téléphone, je pouvais entendre l'anxiété dans la voix de Miss Evelyn. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Je n'arrête pas de penser à l'allergie du petit Johnson. Et si Daniel ne gérait pas correctement le problème de la contamination croisée? Et s'il arrivait quelque chose à cet enfant chez nous? Rien que la responsabilité civile. Mes mains se sont serrées en poing. Elle appelait à 3 heures du matin pour s'inquiéter de ma compétence, pas de la tâche impossible qu'elle m'avait confiée ou de mon besoin éventuel de soutien. Elle va gérer, maman. Elle le fait toujours. Daniel est super pour ces trucs-là. Mais si elle n'était pas assez prudente? Et si elle était débordée? 32 personnes, c'est quand même beaucoup, même pour quelqu'un d'aussi capable que Daniel. Maintenant, elle reconnaissait que c'était beaucoup. Maintenant, alors qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit, alors que j'avais déjà passé 2 jours dans l'enfer des préparatifs. Si tu étais si inquiète pour le nombre, pourquoi n'as-tu pas mentionné ça quand tu as invité tout le monde? La voix d'André portait une pointe d'irritation, mais elle s'adressait à sa mère pour l'avoir réveillée, et non pour la situation impossible qu'elle avait créée. Eh bien, je suppose que je pourrais appeler quelques personnes et les désinviter. À 3 heures du matin la veille? Maman, laisse Daniel s'en charger. Elle est probablement déjà debout en train de cuisiner de toute façon. J'ai regardé vers la cuisine où je devrais effectivement être en train de cuisiner, où je devrais commencer le marathon impossible qui allait consumer les 12 prochaines heures de ma vie. À la place, j'ai fermé ma valise et je l'ai descendue discrètement. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la liste d'invités d'Evelyne. J'ai fait simple, André, un imprévu m'a obligé à quitter la ville. Tu vas devoir gérer le dîner de la fête de l'Action de grâce. Les provisions sont dans le frigo. Daniel, je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas proposé de suggestions pour sauver le repas ni fourni d'instructions détaillées. Pour une fois dans ma vie, j'ai simplement énoncé les faits et je les ai laissés se débrouiller avec le reste. En chargeant ma valise dans ma voiture, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air différente, d'une certaine manière. Pas seulement fatigué, j'avais l'air fatigué depuis des années. J'avais l'air déterminé. Le trajet vers l'aéroport était surréaliste. Les routes étaient vides, à l'exception de quelques autres voyageurs matinaux et de travailleurs de nuit rentrant chez eux. J'avais parcouru ces mêmes rues des milliers de fois, mais jamais à cette heure, jamais pour cette raison, jamais avec ce sentiment de sortir complètement de ma vie habituelle. À l'aéroport, l'enregistrement pour le vol m'a donné l'impression de franchir un seuil sans retour possible. L'agente d'embarquement, une femme d'environ mon âge avec des yeux bienveillants, a regardé mon billet. Waouh, Moi. Beau projet pour la fête de l'Action de grâce. Vous échappez au chaos familial? J'ai failli rire de la façon dont elle avait parfaitement résumé la situation. Quelque chose comme ça. Femme intelligente. Je travaille aujourd'hui, mais si je pouvais me permettre de m'échapper à Hawaï au lieu de subir les commentaires de ma belle-mère sur mon gratin, je le ferais sans hésiter. En attendant l'embarquement, j'ai mis mon téléphone en mode avion sans vérifier les messages. Je ne voulais pas voir les textos confus d'André quand il se réveillerait et trouverait mon mot. Je ne voulais pas voir la panique de Miss Evelyn quand elle arriverait dans le chaos au lieu de la perfection. La voix de l'agent d'embarquement a grésillé dans les haut-parleurs. Embarquement immédiat pour le vol 442 à destination de Maui. Bienvenue à bord. En marchant dans la passerelle, j'ai réalisé que c'était la première fois en 5 ans que j'allais quelque part qu'André n'avait pas approuvé, quelque part que Miss Evelyn n'avait pas validé, quelque part que j'avais choisi entièrement pour moi-même. L'agent de bord m'a accueilli avec un sourire qui semblait reconnaître quelque chose sur mon visage, le regard de quelqu'un qui accède à la liberté. Alors que je m'installais à mon siège côté hublot et que je regardais l'équipe au sol préparer le départ, j'ai pensé à ce qui se passait à la maison. André se réveillerait dans quelques heures pour trouver une cuisine vide et un mot qui changerait tout. 32 personnes arriveraient dans 10 heures en s'attendant à un festin, et il n'y aurait personne pour le préparer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, leur problème n'était plus le mien à résoudre. L'avion a quitté la porte d'embarquement juste au moment où les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon. Alors que nous décollions vers le ciel, j'ai pressé mon visage contre le hublot et j'ai regardé mon ancienne vie disparaître sous les nuages. Jeudi, 7h23 du matin.
Point de vue d'André. André Williams s'est réveillé au son de son réveil avec le contentement paresseux de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'imploser. Il s'est retourné, s'attendant à trouver la place de Danielle vide comme d'habitude le matin de la fête de l'Action de grâce. Elle était toujours debout avant l'aube, faisant opérer la magie dans la cuisine. Mais quelque chose semblait différent. La maison était trop calme. À 7 heures du matin, un jour de fête de l'Action de grâce, l'odeur de la dinde rôtie remplissait généralement chaque pièce, et le bruit du chaos orchestré par Daniel dans la cuisine servait de bande sonore réconfortante à sa lente routine matinale. Au lieu de cela, le silence. Il est descendu en caleçon, s'attendant à trouver sa femme entourée d'un joyeux désordre culinaire maîtrisé, ayant probablement l'air un peu éreinté, mais gérant tout avec l'efficacité compétente qu'il avait attirée chez elle au départ. La cuisine était vide. Pas seulement vide de monde, vide de toute activité. Les ingrédients de la préparation d'hier se trouvaient exactement là où Daniel les avait laissés. Pas de dinde dans le four, pas de casserole bouillonnant sur la cuisinière, aucune preuve que le marathon de la fête de l'Action de grâce avait commencé. Sur le comptoir, à côté de la liste d'invités de sa mère, se trouvait un morceau de papier plié avec son nom écrit de la main de Daniel. Même en le dépliant, une partie de son cerveau refusait d'accepter ce qu'il lisait. André, un imprévu est survenu et j'ai dû quitter la ville. Tu devras t'occuper du dîner de la fête de l'Action de grâce. Les courses sont dans le réfrigérateur. Daniel. Il le lut 3 fois avant que les mots ne commencent à avoir un sens. Elle était partie. Daniel, sa femme qui n'avait jamais manqué à une obligation familiale, qui n'avait jamais échoué à servir un repas parfait, qui ne l'avait jamais laissé gérer quoi que ce soit de domestique était partie. Sa première pensée fut que quelqu'un avait dû mourir, une urgence familiale qui avait nécessité son départ immédiat. Il saisit son téléphone et l'appela, il tomba directement sur sa messagerie vocale. « Bella, j'ai trouvé ton mot. Que s'est-il passé? Quelle urgence? Rappelle-moi immédiatement. Les gens vont commencer à arriver dans 6 heures, et j'ai besoin de savoir quand tu seras de retour. » Il raccrocha et rappela. Encore la messagerie. C'est alors que la panique commença à s'installer. Pas la panique concernant le dîner, cela semblait encore trop énorme à traiter, mais la panique concernant sa femme, qui répondait toujours à son téléphone, qui n'allait jamais nulle part sans lui dire exactement où elle serait et quand elle reviendrait. Il appela sa sœur, Carmen. André, il est tôt. Est-ce que tout va bien? Est-ce que Daniel est avec toi? Est-ce que quelqu'un dans ta famille? Y a-t-il une urgence? Quoi? Oh, tout le monde va bien. Pourquoi Daniel serait-elle ici? N'est-elle pas en train de cuisiner votre festin de la fête de l'Action de grâce? La façon dont Carmen a dit votre festin de la fête de l'Action de grâce comportait un ton qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, comme si elle savait quelque chose sur l'organisation de leurs vacances qu'elle n'approuvait pas. Elle a laissé un mot disant qu'elle devait quitter la ville. J'ai pensé que peut-être elle était partie. Daniel est juste parti? La voix de Carmen passa de la confusion ensommeillée à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, Carmen? 30 personnes viennent dîner dans 6 heures et elle a disparu. 30 personnes? André, es-tu fou? Tu t'attendais à ce que ta femme cuisine pour 30 personnes toute seule? Le jugement dans sa voix le piqua. Elle est douée pour ces choses-là. Elle aime recevoir. Elle aime organiser des dîners intimes avec des amis, pas nourrir une armée de tes parents qui la traitent comme du personnel de maison. André mit fin à l'appel, perturbé par la réaction de Carmen. Pourquoi tout le monde agissait-il comme si c'était d'une manière ou d'une autre sa faute? Il essaya à nouveau le téléphone de Daniel. Messagerie. 8h15, sa conférence téléphonique avec Singapour commençait dans 45 minutes, l'appel qu'il ne pouvait pas manquer, celui qui pourrait déterminer son calendrier de promotion pour l'année prochaine. Mais 32 personnes attendaient un dîner dans moins de 6 heures. Il ouvrit le réfrigérateur et fixa le contenu. Les dindes crues le regardaient d'un air accusateur. Il n'avait jamais cuisiné de dinde de sa vie. Il n'avait jamais rien cuisiné de plus compliqué que des œufs brouillés. Son téléphone sonna. Sa mère. Bonjour, mon chéri. Comment avancent les préparatifs? Est-ce que Daniel gère bien le planning? Maman, nous avons un problème. Quel genre de problème? A-t-elle déjà brûlé quelque chose? Je t'avais dit que nous aurions dû engager un traiteur pour un dîner de cette taille. Daniel est parti. Silence. Puis,
Partie où? Je ne sais pas. Elle a laissé un mot disant qu'un imprévu était survenu et qu'elle devait quitter la ville. Elle ne répond pas à son téléphone. C'est impossible. Daniel n'abandonnerait jamais une réception, surtout pas aujourd'hui. Il doit y avoir un malentendu. André regarda à nouveau le mot comme s'il avait pu changer. Il n'y a pas de malentendu. Elle est partie et nous avons 32 personnes qui viennent dîner. Le silence s'étira si longtemps qu'André se demanda si l'appel avait été coupé. Mon fils, c'est un désastre. Sa voix était devenue froide et tranchante. Un désastre absolu. Quel genre de femme abandonne sa famille le jour de la fête de l'Action de grâce? Quelque chose dans sa façon de le dire, l'hypothèse immédiate que Daniel était la méchante dans ce scénario rendit André défensif d'une manière qui le surprit. Peut-être qu'elle a eu une urgence. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Quelle urgence oblige quelqu'un à abandonner 32 convives sans aucun préavis? Quelle urgence empêche quelqu'un de répondre à son téléphone pour expliquer la situation? André n'avait pas de réponse à cela. Nous devons régler cela immédiatement, continua Miss Evelyn, sa voix prenant le ton autoritaire qu'elle utilisait pour gérer les crises familiales. Appelle tous les restaurants décents de la ville. Voici l'un d'entre eux peut préparer un dîner d'urgence de la fête de l'Action de grâce pour 32 personnes. André passa l'heure suivante au téléphone avec des restaurants, des entreprises de traiteurs et des hôtels. Chaque conversation se déroulait de la même manière, un rire, suivi de l'information que leur dîner de la fête de l'Action de grâce était réservé depuis des mois. Monsieur, dit le gérant du Hilton, il est 9 heures du matin le jour de la fête de l'Action de grâce. Même si nous avions de la disponibilité, ce qui n'est pas le cas, il est impossible de préparer un dîner pour 32 personnes avec un préavis de 5 heures. À 10 heures du matin, André avait épuisé toutes les options professionnelles. Sa conférence téléphonique avec Singapour était passée, ignorée. Il avait probablement endommagé sa relation avec son plus gros client, mais cela semblait secondaire par rapport à la crise immédiate. Il rappela sa mère. Du nouveau avec les restaurants? Rien. Tout est complet. Qu'est-ce qu'on fait? On cuisine nous-mêmes, évidemment. André regarda à nouveau les dindes crues. Maman, je ne sais pas comment cuisiner une dinde. Je ne sais rien cuisiner de tout cela. Alors tu apprends. YouTube existe. À quel point cela peut-il être difficile? Miss Evelyn arriva les manches retroussées et avec une expression sombre qui suggérait qu'elle se préparait au combat. Elle inspecta la cuisine comme un général évaluant un champ de bataille où tous les soldats auraient déserté. C'est pire que ce que je pensais, annonça-t-elle. Ces dindes auraient dû être au four il y a 4 heures. Elles ne seront jamais prêtes à temps. André, qui avait passé la dernière heure à regarder des vidéos YouTube sur la préparation de la dinde tout en paniquant de plus en plus, leva les yeux de son téléphone avec un espoir désespéré. Pouvons-nous les cuire plus vite? D'une manière ou d'une autre avec une température plus élevée. André, mon chéri, on ne peut pas presser une dinde de 20 livres. La physique ne plie pas pour s'adapter au problème d'abandon de ta femme. Ils travaillèrent dans un silence intense pendant l'heure suivante, Miss Evelyn aboyant des instructions tandis qu'André s'embrouillait dans des tâches que Daniel avait toujours rendues faciles en apparence. Les ingrédients de la farce reposaient dans des bols, ressemblant à des composants pour une expérience scientifique qu'aucun d'eux ne comprenait. La recette du gratin de haricots verts aurait tout aussi bien pu être écrite en grec ancien. Où est le batteur sur socle? Demanda Miss Evelyn, fouillant dans les placards. Je ne sais pas. Daniel s'occupe toujours des trucs de cuisine. Eh bien, Daniel n'est pas là, n'est-ce pas? À midi, le téléphone d'André commença à sonner, des parents demandant les heures d'arrivée et les restrictions alimentaires. Chaque conversation devenait plus inconfortable que la précédente. Et, André, c'est l'oncle Raymond. Dois-je apporter quelque chose? Je sais que Miss Evelyn a dit que tout était prévu, mais ma femme a fait de la farce supplémentaire au cas où. En fait, oncle Raymond, peut-être devrais-tu apporter la farce. Et peut-être tout ce que ta femme aurait pu préparer en secours. En secours? Est-ce que tout va bien? André regarda sa mère, qui tentait de lutter avec une dinde crue pour la mettre dans une rôtissoire tout en jurant entre ses dents. Apporte juste tout ce que tu as. À 12h30, la nouvelle s'était propagée dans le réseau familial que quelque chose n'allait pas avec les préparatifs du dîner. Le téléphone d'André vibrait constamment avec des parents confus proposant leur aide, posant des questions ou essayant de savoir s'ils devaient prévoir un plan B. La cuisine était tombée dans le chaos. Miss Evelyn avait réussi à mettre une dinde au four,
Mais il était clair pour tous les deux qu'elle ne serait pas prête avant le soir. Les plats d'accompagnement n'étaient pas commencés. Le planning élégant que Daniel maintenait toujours s'était effondré dans la panique et l'improvisation. C'est humiliant, dit Miss Evelyn, de la farine dans les cheveux et la défaite dans la voix. Absolument humiliant. Les Johnson vont penser que nous sommes incompétents. Peut-être devrions-nous simplement annuler, suggéra faiblement André. On ne peut pas annuler. On ne peut pas annuler le dîner de la fête de l'Action de grâce à 13h le jour de la fête de l'Action de grâce. As-tu une idée de ce que les gens vont penser? Mais André commençait à réaliser que ce que les gens pensaient était le cadet de ses soucis. La sonnette retentit comme un glas. André ouvrit la porte pour trouver la cousine Cynthia et son nouveau petit ami sur le perron avec une bouteille de vin et des sourires impatients. Quelque chose sent intéressant, dit Cynthia, reniflant l'air avec une confusion évidente. Au lieu des riches arômes d'un festin de la fête de l'Action de grâce, la maison sentait l'oignon cru et la sueur de panique. Nous sommes un peu en retard sur le planning, dit André, sa voix tendue par une fausse gaieté. D'autres voitures se garèrent dans l'allée. L'oncle Raymond avec les bras chargés de plats de secours. Les Johnson avec leur fils de 6 ans et des attentes évidentes pour le dîner de grande classe que Miss Evelyn leur avait promis. Cousin après cousin, ami après ami, tous arrivant pour trouver André debout dans l'encadrement de la porte, comme s'il accueillait des personnes en deuil à des funérailles. Où est Daniel? Demanda tante Margaret, cherchant du regard l'hôtesse qui accueillait habituellement tout le monde avec une chaleur sincère et la promesse d'un repas incroyable. Elle a dû s'absenter. Urgence. Le salon se remplit de parents de plus en plus confus. Les conversations devinrent guindées à mesure que les gens réalisaient que quelque chose n'allait vraiment pas. La table de la salle à manger, dressée avec les couverts soigneusement disposés par Daniel 2 jours plus tôt, était prête pour un festin qui n'existait pas. Miss Evelyn sortit de la cuisine comme si elle revenait de la guerre. Sa coiffure parfaite était défaite, ses vêtements tachés de diverses substances alimentaires, et son calme habituel s'était fissuré pour révéler quelque chose proche de la panique. Tout le monde, s'il vous plaît, soyez patient. Nous avons eu quelques défis inattendus avec la préparation du repas. Monsieur Johnson, un homme habitué au service des country clubs et à la cuisine raffinée, regarda sa montre de façon ostensible. On nous a dit que le dîner serait servi à 14h. Il est presque l'heure. Oui. Eh bien, il y a eu des complications. Quel genre de complications? La question venait de la cousine d'André, Julie, qui avait fait 3 heures de route avec sa famille et commençait à avoir l'air agacé. André et Miss Evelyn échangèrent des regards. Aucun d'eux ne voulait être celui qui expliquerait que la femme qu'ils avaient tous considérée comme acquise avait simplement disparu, les laissant impuissants. Daniel a dû quitter la ville soudainement, dit finalement André. Urgence familiale. Le silence se fit dans la pièce tandis que 32 personnes assimilaient cette information. Elle est partie aujourd'hui, demanda la sœur de Julie, qui, contrairement à Ruby, figurait sur la liste des invités. Quel genre d'urgence arrive à 4 heures du matin le jour de la fête de l'Action de grâce? André n'avait pas de réponse. L'oncle Raymond s'éclaircit la gorge. Eh bien, quel est le plan pour le dîner alors? Tous les regards se tournèrent vers André et Miss Evelyn. 32 personnes qui n'avaient prévu aucun plan B, n'avaient apporté aucune contribution alimentaire substantielle et avaient organisé toute leur journée autour d'un repas qui leur avait été promis. Nous y travaillons, dit Evelyn faiblement. Le petit Timmy Johnson, le garçon de 6 ans souffrant d'une grave allergie aux noix, tira sur la robe de sa mère. Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Sa question innocente sembla briser le charme qui maintenait la pièce poliment silencieuse. Soudain, tout le monde parlait en même temps. Peut-être devrions-nous commander des pizzas. Les pizzerias ne sont pas ouvertes le jour de la fête de l'Action de grâce. Et de la cuisine chinoise. Avec un enfant de 6 ans qui a des allergies alimentaires? C'est insensé. On aurait dû nous prévenir plus tôt. Où Daniel est-elle allée exactement? Depuis combien de temps savez-vous qu'elle ne serait pas là? André sentit les murs se refermer sur lui. 32 pères Dieu, tous tournés vers lui pour obtenir des réponses qu'il n'avait pas et des solutions qu'il ne pouvait pas fournir. C'est alors que son téléphone vibra avec un SMS. C'était du numéro de Daniel. Toute la pièce sembla sentir sa réaction lorsqu'il ouvrit le message. Tout le monde fit silence, attendant d'entendre ce que sa femme disparue avait à dire. Le texte contenait une seule photo, Daniel, portant une robe d'été jaune qu'il n'avait jamais vue auparavant, assise dans un restaurant au bord de la plage avec une boisson tropicale à la main.
Ses cheveux étaient détachés et flottaient dans la brise marine. Son visage était tourné vers l'appareil avec une expression de paix pure et radieuse. Sous la photo, un message simple, dîner de la fête de l'Action de grâce au paradis. Dis à Miss Evelyne que la dinde est son problème maintenant. André fixa le téléphone, son cerveau luttant pour traiter ce qu'il voyait. Sa femme fiable, prévisible, toujours arrangeante était à Hawaï. Elle ne gérait pas d'urgence familiale. Elle ne prévoyait pas de revenir à temps pour sauver le dîner. Elle avait planifié cela. Elle avait choisi cela. Elle avait abandonné 32 personnes le jour de la fête de l'Action de grâce. Et d'après l'expression de son visage sur cette photo, elle n'en avait absolument aucun regret. André. La voix de sa mère semblait venir de très loin. Qu'est-ce qu'elle dit? Il leva les yeux vers 32 visages impatients, sa mère, qui avait créé cette situation impossible, ses parents, qui n'avaient jamais proposé une seule fois d'aider pour les productions massives que Daniel orchestrait pour eux, les Johnson, qui regardaient déjà autour de la pièce avec un dédain à peine voilé. Tous attendaient qu'il répare ce que Daniel avait brisé en refusant d'être brisé davantage. Elle dit. La voix d'André se cassa. Elle dit, la dinde est notre problème maintenant en point. La pièce explosa. Le métal était plus fort que ce à quoi je m'attendais, mais d'un autre côté, je ne m'attendais à ce que rien de cette journée ne se passe selon le plan de qui que ce soit. J'étais assise au restaurant en plein air surplombant la plage de Waikiki, ma robe d'été jaune captant les alizés, et je regardais le soleil peindre des diamants sur le Pacifique. Il était exactement 14 heures, heure d'Hawaï, ce qui signifiait qu'il était 19 heures chez moi. En ce moment même, 32 personnes devraient être assises pour un festin parfait de la fête de l'Action de grâce dans ma salle à manger. Au lieu de cela, je mangeais des crevettes à la noix de coco et je regardais les tortues de mer faire surface dans l'eau cristalline. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que je l'avais rallumé il y a 1 heure. 17 appels manqués d'André, 8 de Miss Evelyne, des SMS de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, tous soudainement très préoccupés par mon bien-être. Je les faisais défiler avec une curiosité détachée, comme si je lisais des choses sur la vie de quelqu'un d'autre. André, où es-tu? Ce n'est plus drôle. André, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler de ça. André, les gens posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Miss Evelyne, Daniel, quel que soit le point que tu essaies de prouver, tu l'as prouvé. Rentre à la maison et répare ça. Miss Evelyne, c'est au-delà de l'égoïsme. Tu embarrasses toute la famille. Cousine Cynthia, André dit que tu as eu une urgence familiale. Est-ce que tout va bien? Tante Margaret, ma chérie, nous sommes inquiets pour toi. S'il te plaît, appelle quelqu'un pour nous dire que tu es en sécurité. J'ai failli rire devant ce dernier. Il s'inquiétait pour moi maintenant? Après 5 ans à me regarder m'épuiser au travail pour leurs bénéfices, maintenant il s'inquiétait pour ma sécurité? J'ai pris une autre gorgée de mon métal et j'ai ouvert mon application photo. Le coucher du soleil derrière moi transformait le ciel en nuances d'orange et de rose qui semblaient trop belles pour être vraies. J'ai pris un selfie, en m'assurant de capturer à la fois mon expression sincèrement heureuse et le décor paradisiaque. Puis je l'ai envoyé à André avec un message que je composais dans ma tête depuis 8 heures, dîner de la fête de l'Action de grâce au paradis. Dis à Miss Evelyne que la dinde est son problème maintenant. La réponse est arrivée en quelques secondes. Mon téléphone a sonné immédiatement. J'ai laissé passer sur la messagerie. Puis j'ai éteint complètement le téléphone et j'ai commandé un autre métal. À 20h20, le grand désastre de la fête de l'Action de grâce avait atteint un statut légendaire dans la famille. La moitié des parents étaient partis chercher des restaurants qui pourraient encore servir de la nourriture. L'autre moitié s'était rassemblée dans la cuisine, tentant de sauver quelque chose qui ressemble à un repas du chaos qu'André et Miss Evelyne avaient créé. L'oncle Raymond avait pris les choses en main pour la dinde, déclarant qu'il pouvait découper les oiseaux et cuire les morceaux séparément pour accélérer le processus. La cousine Julie tentait de faire de la purée de pommes de terre maison tout en consultant des tutoriels YouTube. La famille Johnson était partie complètement, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire et les allergies de leur fils. André était assis à la table de la cuisine, fixant le SMS de Daniel pour la 100e fois. Chaque lecture rendait la réalité plus surréaliste et plus dévastatrice. Elle ne revenait pas. Elle n'avait pas été kidnappée, hospitalisée ou forcée de gérer l'urgence de quelqu'un d'autre. Elle avait fait le choix de les laisser tous derrière elle, et elle appréciait manifestement chaque instant.
C'est ce qui arrive quand on gâte trop quelqu'un, annonça Miss Evelyn à la cantonade alors qu'elle tentait de sauver le gratin de haricots verts. Trop de liberté, et ils pensent qu'ils peuvent simplement abandonner leurs responsabilités quand bon leur semble. Mais même en disant cela, sa voix manquait de sa conviction habituelle. Car quelque part dans le chaos de la journée, la nature impossible de ce qu'ils attendaient de Daniel était devenue visible. Il avait fallu 6 adultes et 4 heures juste pour mettre les dindes au four et commencer 3 accompagnements. Ce que Daniel faisait seul année après année commençait à ressembler moins à un devoir et plus à un petit miracle. Peut-être aurions-nous dû l'aider davantage, dit l'oncle Raymond doucement alors qu'il luttait pour comprendre comment assaisonner correctement les morceaux de dinde. L'aider ? La voix de Miss Evelyn était tranchante. Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle a toujours insisté pour tout faire elle-même. André leva les yeux de son téléphone. Elle m'a demandé de l'aide il y a 2 jours. Je lui ai dit que j'étais trop fatigué par le golf. La cuisine tomba dans le silence, à l'exception du bruit de l'eau bouillante et du minuteur du four. Elle a demandé de l'aide mardi, continua André, sa voix s'affermissant à mesure que le souvenir devenait plus clair. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une aide réelle, pas seulement pour découper la dinde, et je lui ai dit qu'elle était meilleure cuisinière que moi. Il pouvait voir la scène maintenant avec une clarté douloureuse, le visage épuisé de Daniel, ses mains irritées par des heures de préparation alimentaire, sa demande désespérée d'une assistance réelle, et son rejet désinvolte de ses besoins parce que l'aider aurait été gênant pour lui. Cela fait des années qu'elle demande de l'aide, dit la voix de Carmen depuis l'entrée. André leva les yeux pour voir sa belle-sœur debout là avec un plat et une expression de colère à peine contenue. Carmen, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai apporté un gratin de patates douces puisque je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de vraie nourriture. Elle posa le plat sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. Je suis aussi venu vous dire ce que j'aurais dû vous dire il y a des années. Elle regarda autour de la pièce les parents assemblés, qui avaient tous cessé leur tentative de cuisine pour écouter. Daniel ne vous a pas abandonné, dit Carmen, sa voix perçant le bruit de la cuisine. C'est vous qui l'avez abandonné vous tous. Pendant 5 ans, vous l'avez regardé se tuer au travail pour votre confort. Et aucun d'entre vous n'a jamais pensé à dire, peut-être qu'une seule personne ne devrait pas être responsable de nourrir 32 personnes toutes seules au point. Maintenant, attends une minute, commença Miss Evelyn, mais Carmen lui coupa la parole. Non, attendez-vous. Avez-vous une idée de ce à quoi ressemblait la préparation de la fête de l'Action de grâce pour Daniel ? Elle commençait à planifier le menu 3 semaines à l'avance. Elle passait 2 jours à faire les courses pour les ingrédients. Elle se levait à 3h30 du matin pour commencer à cuisiner, et elle ne s'asseyait pas avant que la vaisselle soit finie à 21h. 17 ou 18 heures de travail non-stop, pendant que le reste d'entre vous regardait le football et se plaignait si la farce était trop sèche. André sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Elle n'a jamais dit que c'était autant de travail. Bien sûr qu'elle ne l'a pas dit. Parce que chaque fois qu'elle essayait d'exprimer qu'elle était dépassée, vous lui disiez qu'elle était si douée pour ça et meilleure en cuisine que tout le monde. Vous avez transformé sa compétence en prison. La cuisine était maintenant complètement silencieuse. Même le minuteur semblait avoir cessé de tourner. Et quand elle n'en a finalement plus pu et qu'elle est partie, votre première préoccupation n'a pas été « Est-ce que ma femme va bien ?» ou « Pourquoi était-elle si malheureuse qu'elle a senti que c'était sa seule option ?» Votre première préoccupation a été « Qui va cuire la dinde ?» Point. André regarda à nouveau le SMS. Sur la photo, Daniel semblait plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des années. Son sourire était authentique, non forcé, exemple de la politesse prudente qu'elle portait autour de sa famille. À quand remonte la dernière fois qu'elle lui avait souri comme ça ? À quand remonte la dernière fois qu'il avait fait quelque chose pour la faire sourire comme ça ? Elle est à Hawaï, dit-il doucement. Carmen hocha la tête. Tant mieux pour elle. Elle a toujours voulu aller à Hawaï. Elle ne me l'a jamais dit. Elle t'a dit beaucoup de choses, André. Tu n'as juste jamais écouté. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel au son des vagues et de la chaude brise hawaïenne entrant par les portes ouvertes du balcon. Pendant un moment, je suis resté parfaitement immobile, savourant la sensation inhabituelle de me réveiller naturellement au lieu d'un réveil de n'avoir nulle part où je devais être et rien que je devais accomplir pour qui que ce soit d'autre. Il était 9h30. Chez moi, je serais déjà en train de m'occuper des restes de dinde et des conséquences de la réception de 32 personnes. Je serais en train de charger le lave-vaisselle pour la 4e fois,
d'emballer d'innombrables récipients de nourriture et de planifier les repas élaborés à base de restes qui prolongeraient la fête de l'Action de grâce sur la semaine suivante. Au lieu de cela, j'allais commander un service d'étage et passer la journée sur la plage. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, il a explosé de messages. Mais il ne provenait plus seulement d'André et de Miss Evelyne. Il provenait de parents à qui je n'avais pas parlé directement depuis des années, d'amis qui avaient entendu parler de la grande catastrophe de la fête de l'Action de grâce par le bouche-à-oreille familial, et de gens qui apparemment avaient des avis sur ma décision de donner la priorité à mon propre bien-être. Le plus surprenant, c'étaient les messages de soutien. « Carmen, je suis tellement fier de toi. Tu devrais voir leur tête. Ruby, la cousine d'André, j'ai entendu ce que tu as fait. J'aurais aimé avoir ton courage quand Miss Evelyne m'a désinvité. Maya, mon ancienne colocataire d'université, Carmen m'a parlé de ton escapade à Hawaï. Épique. Profite de chaque minute. » Mais il y avait aussi d'autres messages. « Miss Evelyne, j'espère que tu es satisfaite. Tu as ruiné la fête de l'Action de grâce pour 32 personnes et embarrassé ton mari devant ses collègues. Denis, le frère d'André, vraiment mature, Daniel. Bravo pour avoir détruit une tradition familiale à cause d'un caprice. Certains des cousins d'André, des gens pour qui j'avais cuisiné et nettoyé pendant des années, avaient apparemment décidé que j'étais égoïste et ingrate. La critique piquait, mais pas autant que je m'y attendais. Car pour chaque message me traitant d'égoïste, il y en avait un autre de quelqu'un qui comprenait exactement pourquoi j'étais parti. Mon téléphone sonna. Encore André. Cette fois, j'ai répondu. Daniel. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Dieu merci. Est-ce que tu vas bien? Es-tu en sécurité? Je vais bien, André. Je suis à Hawaï. Hawaï? Qu'est-ce que tu fais à Hawaï? Je suis en vacances. Quelque chose que je voulais faire depuis des années. Mais tu ne peux pas simplement quitter la ville sans me le dire. Tu ne peux pas abandonner le dîner de la fête de l'Action de grâce. Les gens comptaient sur toi. Je regardais l'océan où un groupe de dauphins jouait dans les vagues. Les gens comptaient sur moi pour faire quelque chose d'impossible sans aucune aide. J'ai décidé de ne plus faire ça. Ce n'est pas impossible. Tu l'as déjà fait. Je me suis presque tué au travail pour le faire auparavant. Il y a une différence. Il y eut un long silence sur la ligne. Écoute, quel que soit le point que tu essaies de prouver, tu l'as prouvé. Rentre à la maison et nous discuterons de t'apporter plus d'aide l'année prochaine. Plus d'aide? Comme si je demandais une faveur au lieu d'une considération humaine de base? Quel genre d'aide, André? Je ne sais pas. Peut-être pourrions-nous engager quelqu'un pour servir la nourriture afin que tu n'aies pas à faire les allers-retours. Et pour cuisiner la nourriture? Eh bien, tu es tellement meilleur à ça que n'importe qui d'autre. Et voilà le malentendu fondamental qui avait défini tout notre mariage. André croyait sincèrement que ma capacité à gérer des tâches impossibles signifiait que je devais les gérer, et non que les tâches étaient déraisonnables au départ. André, sais-tu combien d'heures j'ai passé à préparer le dîner d'hier? Je ne sais pas. Beaucoup. 37 heures en 3 jours. Je l'ai calculé pendant que j'étais dans l'avion. Silence. Et sais-tu combien d'heures tu as passé à m'aider? Ce n'est pas juste. J'allais aider pour le service et le nettoyage. Combien d'heures, André? Encore un silence. Peut-être 1 heure au total? À découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. Donc, j'étais responsable de 36 heures de travail et tu étais responsable d'1 heure. Mais tu aimes cuisiner. Tu es doué pour ça. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de trouver les mots pour expliquer quelque chose qui aurait dû être évident. André, j'aime cuisiner. J'aime cuisiner le dîner pour ma famille. J'aime préparer des repas spéciaux pour les fêtes. Ce que je n'aime pas, c'est être la seule responsable de nourrir 32 personnes pendant que tout le monde regarde le football et critique mes efforts. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas devenir chef du jour au lendemain. Je veux que tu comprennes que ce que ta mère m'a demandé de faire était déraisonnable. Je veux que tu comprennes que dire que je suis si doué pour ça n'est pas la même chose que d'apprécier le travail que je fais. Et je veux que tu comprennes que je suis une personne avec des limites, pas une machine qui produit des dîners parfaits sur commande. Un autre long silence. Est-ce que tu rentres à la maison? J'ai regardé ma chambre d'hôtel,
ma valise pleine de vêtements que je n'avais jamais portés parce qu'André pensait qu'ils étaient trop décontractés, le paradis qui m'attendait juste derrière la porte. Je rentre à la maison. Un jour. Bien. Nous pourrons. Mais les choses vont être différentes, André. Différentes comment? J'en ai fini d'être la seule personne responsable du confort de ta famille. J'en ai fini de m'excuser de ne pas être parfaite, et j'en ai fini de prétendre que ce qui s'est passé hier était ma faute au lieu d'être le résultat inévitable d'années passées à me considérer comme acquise. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, assimilant ce que je disais. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que l'année prochaine, si ta mère veut inviter 32 personnes pour la fête de l'Action de grâce, elle peut cuisiner pour 32 personnes, ou elle peut engager un traiteur, ou elle peut accepter que les réunions de famille n'ont pas besoin d'être des productions élaborées. Mais elle ne peut pas s'attendre à ce que je sacrifie ma santé et ma santé mentale pour ses ambitions sociales. Elle va détester ça. Alors elle détestera ça. Ce n'est plus mon problème. Daniel, tu es déraisonnable. La famille passe avant tout. C'est ça le mariage. J'ai senti quelque chose craquer en moi net et définitif. Quelle famille, André? Parce que ta famille a été très claire au fil des ans sur le fait que je n'en fais pas vraiment partie. Je suis laide. Je suis la personne qui rend les choses agréables pour tout le monde, mais on ne tient jamais compte de moi quand les décisions sont prises. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Quand ta mère a fait la liste des invités, m'a-t-elle demandé si je pouvais gérer la cuisine pour 32 personnes? Quand elle a décidé d'améliorer le menu, a-t-elle considéré si j'avais le temps et l'énergie pour tous ces plats supplémentaires? Quand elle a mentionné l'allergie aux noix au dernier moment, a-t-elle pensé à la façon dont cela affecterait ma préparation? Elle a probablement supposé. Elle a supposé que je m'en occuperais parce que je m'en occupe toujours. Tout comme tu as supposé que je m'en occuperais. Aucun de vous deux n'a considéré s'il était juste de me demander de m'en occuper. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, sa famille se rassemblant probablement pour les restes de dinde et l'analyse post-mortem du grand désastre de la fête de l'Action de grâce. Je dois y aller, dit finalement André. Mais nous devons terminer cette conversation quand tu rentreras. Oui, nous le devons. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon balcon pendant un long moment, réfléchissant à la conversation et à ce qu'elle signifiait pour mon mariage. André ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Il pensait toujours qu'il s'agissait de mon ingratitude, plutôt que d'années de mépris systématique de mes besoins et de mes sentiments. Mais pour la première fois dans notre relation, j'avais énoncé mes limites clairement et sans m'excuser. J'avais dit non à quelque chose de déraisonnable, et je m'y étais tenu même quand cela décevait les gens. C'était à la fois terrifiant et libérateur. J'ai commandé une assiette de fruits tropicaux au service d'étage et j'ai passé la journée à lire un roman sur la plage, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Toutes les quelques heures, je prenais une photo de mon environnement et je la postais sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « Apprendre à me faire passer en priorité, le paradis est un état d'esprit ». Je savais que la famille d'André voyait probablement ces publications. Je savais qu'ils analysaient probablement chaque mot à la recherche de signes de dépression nerveuse ou de preuves d'égoïsme. Je ne m'en souciais plus. Pendant 3 jours, j'allais être exactement aussi égoïste qu'ils m'accusaient de l'être. J'allais ne penser qu'à mon propre confort, à mes propres désirs, à mon propre bonheur. Ce allaient être les meilleures vacances de ma vie. Le vol de retour à la réalité fut turbulent, tant au sens littéral que métaphorique. Alors que nous descendions à travers les nuages d'orage vers l'aéroport, j'ai senti mon téléphone revenir à la vie, vibrant des messages que j'avais ignorés le jour précédent. « André, à quelle heure ton vol atterrit-il ? Je viendrai te chercher. » Carmen, c'était comment le paradis ? Prête à revenir et à fixer des limites. Miss Evelyne, nous devons avoir une réunion de famille au sujet de ton comportement. Cela ne peut plus se reproduire. Ce dernier message m'a fait rire aux éclats, s'attirant un regard inquiet de l'homme d'affaires assis à côté de moi. Miss Evelyne voulait une réunion de famille sur mon comportement, comme si j'étais une adolescente ayant manqué son couvre-feu au lieu d'une femme adulte ayant refusé qu'on profite d'elle. L'aéroport était bondé de voyageurs de retour de vacances, nous avions tous l'air un peu choqués par la transition entre le temps des vacances et les responsabilités du monde réel. Mais en marchant dans le terminal, j'ai remarqué quelque chose de différent dans mon propre reflet dans les vitrines des magasins. Je me tenais plus droite. Mon visage paraissait détendu d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. André m'attendait à la récupération des bagages,
avec l'air de n'avoir pas bien dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux décoiffés, et il avait des cernes sous les yeux qui le faisaient paraître plus vieux que ses 34 ans. « Salut », dit-il en me voyant approcher. « Salut. » Nous sommes restés là un moment, deux personnes mariées depuis 5 ans, soudain incertaines de la manière d'interagir l'une avec l'autre. « Comment s'est passé ton voyage ?» demanda-t-il finalement. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Il attendit que je développe, mais je ne l'ai pas fait. L'ancienne Danielle aurait comblé le silence gênant par des excuses et des explications, le rassurant sur le fait que tout allait bien et que la vie normale pouvait reprendre immédiatement. La nouvelle Danielle a simplement récupéré sa valise et s'est dirigée vers le parking. Le trajet vers la maison fut essentiellement silencieux, ponctué seulement par les tentatives occasionnelles de conversation d'André auxquelles je répondais brièvement et sans enthousiasme. Je n'essayais pas d'être froide, j'en avais simplement fini de fournir un travail émotionnel pour son confort. Alors que nous nous garions dans l'allée, André a finalement posé la question qui le rongeait manifestement. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» J'ai regardé notre maison, la maison où j'avais passé 5 ans à me faire de plus en plus petite pour m'adapter aux besoins de tous les autres, et j'ai ressenti un étrange mélange de familiarité et de détachement. Maintenant, nous allons découvrir si notre mariage peut survivre au fait que j'ai des limites. J'avais à peine fini de déballer mes affaires que la sonnette retentit. Par le Judas, je pouvais voir Miss Evelyn sur notre perron avec la posture de quelqu'un se préparant au combat. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais cela ne ferait que retarder la conversation inévitable. « Miss Evelyn », dis-je en ouvrant la porte. « Quel plaisir de vous voir. » Elle me dépassa pour entrer dans la maison sans attendre d'invitation, ses talons au claquant contre le parquet avec leur son familier d'autorité. « Nous devons parler », annonça-t-elle, s'installant sur le canapé de notre salon comme si elle tenait audience. Je me doutais bien que nous le devrions. Ce que tu as fait jeudi était inacceptable. Absolument inacceptable. As-tu la moindre idée d'à quel point c'était humiliant de devoir expliquer ton absence à 32 personnes? Je m'assis en face d'elle dans le fauteuil qu'André disait toujours trop formel pour l'usage quotidien, mais qui avait toujours été mon endroit préféré dans la pièce. J'imagine que cela a été très difficile, dis-je calmement. Elle parut déconcertée par mon ton, qui n'était ni défensif ni apologétique. Difficile? C'était un désastre, Daniel. Un désastre complet. Les Johnson racontent à tout le monde au country club qu'on ne peut pas nous faire confiance pour organiser un dîner convenable. Le nouveau petit ami de la cousine Cynthia pense que toute notre famille est dysfonctionnelle. L'oncle Raymond a passé 4 heures à essayer de cuire des dindes qu'il n'avait aucune idée de comment préparer. Cela semble avoir été très stressant pour tout le monde. Est-ce que tu te moques de moi? Pas du tout. Je suis sincèrement désolé que tout le monde ait eu une fête de l'Action de grâce stressante. Je suis sûr que c'était très difficile d'être soudainement responsable de tâches qu'il n'avait jamais eu à gérer auparavant. Les yeux de Miss Evelyn se plissèrent. Des tâches qu'il n'avait jamais eu à gérer auparavant parce que tu as toujours insisté pour tout faire toi-même. Et voilà la réécriture fondamentale de l'histoire à laquelle je m'attendais. J'ai insisté pour tout faire moi-même? Vous n'avez jamais demandé d'aide. Vous n'avez jamais indiqué que vous étiez débordé. Vous avez juste pris le contrôle de chaque rassemblement de fête et puis, apparemment, vous nous en avez voulu de vous laisser faire. Je sentis la colère familière monter dans ma poitrine, mais cette fois je ne l'ai pas refoulée ni essayé de la gérer pour son confort. Miss Evelyn, j'ai demandé de l'aide des dizaines de fois au fil des ans. J'ai demandé à André d'aider pour la cuisine. J'ai suggéré des repas de style buffet où chacun apporte un plat. J'ai mentionné que 32 personnes, c'était peut-être trop pour une seule personne. Je ne me souviens pas de ces conversations. Bien sûr que non, parce qu'à chaque fois que je suggérais que l'organisation devenait ingérable, vous me disiez que j'étais si capable et une hôtesse si merveilleuse, et que vous ne pouviez imaginer personne d'autre gérer les choses aussi bien que moi. Elle resta silencieuse un moment, et je pouvais la voir passer mentalement en revue les conversations passées, reconnaissant possiblement la vérité dans ce que je disais. Eh bien, dit-elle finalement, même si c'est vrai, abandonner 32 personnes sans préavis n'est pas la réponse appropriée. Les adultes communiquent leurs besoins clairement au lieu de faire des caprices. Vous avez raison, dis-je, et je vis une surprise traverser son visage. Les adultes communiquent leurs besoins clairement, et c'est ce que je fais maintenant. Que veux-tu dire? Je veux dire que je communique clairement que je ne préparerai plus jamais le dîner de la fête de l'Action de grâce pour 32 personnes.
Je ne serai plus l'unique responsable de tout rassemblement familial de plus de 8 personnes. Et je ne serai plus traité comme une employée qui devrait être reconnaissante de l'opportunité de servir tous les autres. Le calme de Miss Evelyn finit par se briser. Petite ingrate, attention, l'interrompis-je, ma voix toujours calme mais avec un tranchant qui la fit s'arrêter au milieu de sa phrase. Vous êtes sur le point de dire quelque chose qui endommagera définitivement notre relation. Nous nous sommes dévisagés à travers le salon et, pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas détourné les yeux la première. Voici ce qui va se passer à l'avenir, continuai-je. Si vous voulez organiser de grands rassemblements familiaux, vous pouvez cuisiner vous-même, ou engager un traiteur, ou organiser des repas partagés où chacun contribue. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est m'assigner le travail tout en vous attribuant le mérite de l'hospitalité. André n'acceptera jamais cela. Alors André et moi aurons des décisions à prendre concernant notre mariage. Tu divorcerais de ton mari pour un dîner de la fête de l'Action de grâce? Je réfléchis sérieusement à la question avant de répondre. Je divorcerais de mon mari pour avoir été traité comme si mes contributions ne comptaient pas, comme si mon temps n'avait pas de valeur et comme si mon bien-être était moins important que la commodité de tous les autres. Le dîner de la fête de l'Action de grâce n'était que l'exemple le plus flagrant d'un problème bien plus vaste. Miss Evelyn se leva, son sac serré fermement dans ses mains. Ce n'est pas fini, Daniel. Vous avez raison. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Je m'affirme enfin, et vous allez devoir décider comment vous voulez réagir à cela. Après son départ, je suis restée assise dans mon fauteuil préféré pendant un long moment, repassant la conversation. Une partie de moi se sentait coupable d'être si directe, si inflexible sur ma position. L'ancienne Danielle serait déjà en train de planifier comment arranger les choses, comment s'excuser d'avoir parlé trop durement, comment trouver un compromis pour que tout le monde soit à l'aise. Mais la nouvelle Danielle, la femme qui avait découvert sa propre force sur une plage d'Hawaï, reconnaissait que cette conversation aurait dû avoir lieu il y a 5 ans. Ce soir-là, André est rentré du travail et m'a trouvé en train de préparer le dîner juste pour nous deux. Rien d'élaboré, rien de conçu pour impressionner qui que ce soit. Poulet grillé et légumes simples et sans complications. Ça sent bon, dit-il en m'embrassant sur la joue de la manière automatique des couples mariés. Merci. Comment s'est passée ta journée? Longue. Les gens parlent encore de jeudi. Mon patron en a entendu parler d'une manière ou d'une autre et a fait une blague sur ma femme qui abandonne le navire. C'était embarrassant. J'ai posé ma spatule et me suis tourné vers lui. André, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu réfléchisses vraiment à ta réponse. Quelque chose dans mon ton l'obligea à prêter attention d'une manière qu'il n'avait plus eue depuis des années. D'accord. Penses-tu que ce qui s'est passé jeudi était de ma faute? Il ouvrit la bouche pour répondre rapidement, puis sembla se reprendre. C'était compliqué. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Penses-tu que c'était de ma faute si 32 personnes n'ont pas eu de dîner de la fête de l'Action de grâce? C'est toi qui es parti. Ce n'est toujours pas ce que j'ai demandé. Il resta silencieux un long moment, et je pus voir qu'il réfléchissait réellement à la question au lieu de me donner la réponse automatique. Je suppose que je pense que tu aurais pu gérer ça différemment. Comment aurais-je dû gérer ça différemment? Tu aurais pu me parler du fait que tu te sentais débordé. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Je me suis retourné vers la cuisinière, plus triste que coléreuse. André, je t'ai parlé du fait que j'étais débordé. 3 jours avant la fête de l'Action de grâce, je t'ai dit que j'avais besoin d'une aide réelle. Tu m'as dit que tu étais trop fatigué par ton golf. Mais je voulais dire que j'aiderais pendant le dîner lui-même pour découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. 1 heure d'aide pour un repas qui a nécessité 37 heures de préparation. Je pouvais le sentir traiter cette information, comprenant peut-être pour la première fois le calcul de ce que j'avais fait. Je n'avais pas réalisé que c'était autant de travail parce que tu n'as jamais rien demandé. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais demandé une seule fois combien de temps je passais à préparer les dîners pour ta famille. Tu as juste supposé que c'était facile parce que je faisais en sorte que ça en ait l'air. J'ai éteint le feu sous le poulet et je lui ai fait face à nouveau. André, j'ai besoin de savoir. Me vois-tu comme ta partenaire, ou me vois-tu comme quelqu'un dont le travail est de rendre ta vie confortable? Ce n'est pas juste. Bien sûr que tu es ma partenaire. Alors pourquoi ne sais-tu rien du travail que je fais pour maintenir notre vie? Pourquoi ne sais-tu pas comment je passe mon temps, avec quoi je lutte, ce pourquoi j'ai besoin d'aide?
Il commença à répondre, puis s'arrêta. Je pouvais voir qu'il réalisait qu'il n'avait pas de bonne réponse. Je suppose que j'ai juste supposé. Je pensais que tu aimais t'occuper de tout ce qui concerne l'accueil. J'en aime une partie. J'aime cuisiner pour les gens qui me sont chers. J'aime créer de belles expériences. Ce que je n'aime pas, c'est que l'on considère mes efforts comme acquis. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on m'assigne des tâches impossibles pour ensuite me critiquer quand elles ne sont pas parfaites. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? C'était la première fois de tout notre mariage qu'il me posait cette question directement. Je veux que tu me voies. Je veux que tu remarques quand je suis en difficulté et que tu proposes ton aide sans que j'aie à la demander. Je veux que tu accordes de la valeur à mon temps et à mon énergie de la même manière que tu le fais pour les tiens. Et je veux que tu tiennes tête à ta mère quand elle me traite comme une employée au lieu d'un membre de la famille. Tenir tête à ma mère? André, elle a décommandé ta cousine Ruby parce que son divorce la rendait gênante. Elle m'a assigné une tâche qui aurait mis au défi une cuisine de restaurant et a ensuite agi comme si c'était une demande raisonnable. Elle a mentionné une allergie mortelle la veille du dîner. Et quand je n'en ai plus pu, elle m'a traité d'ingrate. André resta silencieux un long moment. Elle est passée aujourd'hui, continuai-je. Elle m'a dit que ce que j'avais fait était inacceptable et que je devais m'excuser auprès de tout le monde pour avoir gâché la fête de l'Action de grâce. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne cuisinerais plus jamais pour 32 personnes. Je lui ai dit que si elle voulait organiser de grands rassemblements, elle pouvait faire le travail elle-même ou embaucher quelqu'un pour le faire. Le visage d'André pâlit. Daniel, tu ne peux pas juste, c'est ta mère et je suis ta femme. La question est, quelle relation compte le plus pour toi? Le silence tomba dans la cuisine, à l'exception du bruit de la hotte et du bourdonnement lointain du réfrigérateur. Ce n'est pas juste, dit enfin André. Tu me forces à choisir. Non, André. C'est la vie qui te force à choisir. Je te dis enfin ce dont j'ai besoin au lieu de prétendre que je n'ai besoin de rien. Il s'assit lourdement à la table de la cuisine, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment lui tenir tête. Pour la première fois depuis mon retour d'Hawaï, j'ai ressenti une lueur d'espoir, car admettre qu'il ne savait pas comment faire était différent de refuser d'essayer. Tu commences par reconnaître que ce qu'elle m'a demandé de faire était déraisonnable, dis-je doucement. Tu commences par lui dire que tu es désolé de m'avoir laissé gérer tout ce travail seul pendant tant d'années. Et si elle ne l'accepte pas, si elle se met en colère, eh bien elle se mettra en colère. André, les sentiments de ta mère ne sont pas plus importants que le bien-être de ta femme. Il leva les yeux vers moi, puis me regarda vraiment, et je pus voir qu'il essayait de comprendre quelque chose qui lui avait été invisible pendant des années. J'ai peur, dit-il doucement. J'ai peur que si je change la façon dont les choses fonctionnent avec ma famille, je les perde. Et j'ai peur que si je ne change pas, je te perde. Tu pourrais les perdre, dis-je honnêtement. Certaines personnes ne supportent pas que les gens dont elles ont profité commencent à fixer des limites. Mais André, tu m'as déjà perdu petit à petit pendant des années. Tu m'as perdu un peu plus chaque fois que tu as choisi leur confort plutôt que mon bien-être. Je m'assis en face de lui à la table où nous avions partagé des milliers de repas, où j'avais planifié d'innombrables dîners, où j'avais fait des listes de courses pour des festins que je cuisinerais seul. Je t'aime, dis-je. Je t'aime depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, mais je ne peux pas passer le reste de ma vie en étant invisible dans mon propre mariage. Je ne peux pas continuer à sacrifier ma santé et mon bonheur pour que tout le monde évite de faire sa part de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu décides quel genre de mari tu veux être et quel genre de mariage tu veux avoir. Et si je fais le mauvais choix? J'ai tendu la main sur la table pour prendre la sienne la première fois que j'initiais un contact physique depuis mon retour d'Hawaï. Alors nous saurons tous les deux à quoi nous en tenir. 1 an plus tard, je me suis réveillé naturellement à 8h30, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de notre chambre. De la cuisine en bas, j'entendais les bruits d'André préparant le café et les voix calmes de Carmen et de sa famille qui étaient arrivés la veille. Cette année, nous recevions 8 personnes pour le dîner de la fête de l'Action de grâce, le frère d'André et sa femme, Carmen avec son mari et ses 2 enfants, une voisine âgée qui n'avait nulle part où aller, et nous. 8 personnes au lieu de 32, un rassemblement gérable et intime où chacun contribuait à quelque chose et où personne n'était seul responsable de toute la production. Miss Evelyn passait la fête de l'Action de grâce avec les Johnson à leur country club,
où elle avait engagé un service de traiteur professionnel pour s'assurer que tout soit géré correctement. Elle avait clairement indiqué que nos nouvelles limites lui étaient inacceptables et qu'elle considérait notre célébration réduite comme décevante par rapport aux productions élaborées des années précédentes. André avait été dévastée au début quand elle nous avait essentiellement des invités des grands rassemblements familiaux. Mais au cours de l'année écoulée, alors qu'il apprenait à me connaître à nouveau, à me connaître vraiment, pas seulement la version de moi qui existait pour servir les autres, il avait commencé à comprendre ce que j'essayais de lui dire. Le tournant avait eu lieu en février, quand Miss Evelyne avait essayé de m'assigner le traiteur pour la fête prénatale de la cousine d'André. Au lieu d'accepter automatiquement, j'avais dit que je serais ravi d'apporter un plat mais que je ne m'occuperais pas de tout l'événement. André m'avait soutenu. Il avait réellement appelé sa mère pour lui expliquer que Danielle était sa partenaire, pas la coordinatrice d'événements non rémunérés de la famille, et que les futurs rassemblements devraient être planifiés différemment. La conversation avait été difficile. Miss Evelyne l'avait accusé d'être contrôlée par sa femme et avait menacé de rompre le contact s'il ne remettait pas Danielle au pas. Mais André avait tenu bon, et ce faisant, il avait enfin choisi notre mariage plutôt que les attentes de sa mère. Maintenant, alors que je m'habillais avec un jean confortable et un pull, pas besoin des tenues élaborées que je portais pour essayer d'impressionner 32 invités, je pouvais entendre des rires venir du bas. Les enfants de Carmen jouaient avec André. Mon beau-frère, Denis, aidait André à préparer les légumes pour la farce. Quand je suis entré dans la cuisine, André a levé les yeux des patates douces qu'il épluchait et a souri. Le premier sourire authentique et naturel qu'il m'avait donné depuis des années. Bonjour, beauté. Prête pour notre première vraie fête de l'Action de grâce? Notre première vraie fête de l'Action de grâce, acquiesçai-je en l'embrassant doucement. Carmen leva les yeux alors qu'elle montrait à sa fille comment faire de la sauce au canneberge maison. Qu'est-ce que ça fait de se réveiller à une heure normale un matin de fête de l'Action de grâce? Comme une révélation, dis-je en me versant du café de la cafetière qu'André avait préparée. Comme si j'étais enfin une invitée à ma propre fête. La sonnette retentit et André alla répondre. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Madame Suzanne, la voisine d'à côté, sur notre perron avec une tarte à la citrouille et une bouteille de vin. L'année dernière, c'était elle qui m'avait dit que regarder quelqu'un se noyer depuis le quai n'était pas de l'aide. Cette année, elle se joignait à nous pour le dîner parce que tout le monde méritait d'avoir un endroit où aller pour la fête de l'Action de grâce. Au fil de la matinée, notre petit groupe a travaillé ensemble pour préparer le repas. Pas seulement André et moi, mais tout le monde. Le mari de Carmen a découpé la dinde tandis qu'André a préparé la sauce au jus de viande maison, chose qu'il avait apprise au cours de l'année. Denis et sa femme se sont occupés des plats d'accompagnement qu'ils avaient proposé d'apporter. Même les enfants ont aidé en mettant la table et en arrangeant les fleurs. À 14 heures, nous étions assis autour de notre table de salle à manger. Pas l'installation formelle élaborée que je créais autrefois pour 32 personnes, mais un arrangement chaleureux et confortable qui permettait réellement de discuter. Alors que nous faisions le tour de la table pour partager ce pourquoi nous étions reconnaissants, je me suis surprise à penser à la femme que j'étais il y a un an, la femme qui se noyait dans les attentes des autres pendant que tout le monde regardait depuis le quai. Quand vint mon tour de parler, j'ai regardé les visages des gens qui me voyaient comme une personne, et non comme un prestataire de service. Je suis reconnaissante d'avoir appris la différence entre être nécessaire et être utilisé, dis-je. Je suis reconnaissante d'avoir découvert que je peux aimer les gens sans me sacrifier pour eux. Et je suis reconnaissante de découvrir qui je suis vraiment quand je n'essaie pas d'être parfaite pour tout le monde. André s'est penché et a serré ma main. Je suis reconnaissant que ma femme m'ait appris à être un meilleur mari, dit-il, même si cela a signifié qu'elle doive aller à Hawaï pour attirer mon attention. Tout le monde a ri, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un contentement total exactement là où j'étais et avec qui j'étais. Après le dîner, alors que nous débarrassions tous ensemble chacun apportant sa contribution, personne n'étant coincé avec tout le travail, je suis sorti sur notre porche arrière pour un moment de calme. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Pendant une fraction de seconde, je me suis tendu, me demandant s'il s'agissait de Miss Evelyne avec une critique ou une exigence. Au lieu de cela, c'était une photo de Ruby, la cousine d'André qui avait été désinvitée des rassemblements familiaux l'année dernière. Elle avait envoyé une photo d'elle lors d'une célébration, Friendsgiving, avec un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas, tous riant autour d'une table pleine de nourriture. Son message disait « Merci de m'avoir montré qu'il est possible de choisir le bonheur plutôt que l'obligation. Je passe la meilleure fête de l'Action de grâce de ma vie avec des gens qui veulent vraiment ma présence. » J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone sans répondre.
Certains messages n'ont pas besoin de réponse, ils ont juste besoin d'être reçus et appréciés. André apparut à mes côtés sur le porche, m'entourant de ses bras par derrière. Des regrets, demanda-t-il doucement. Je me suis appuyé contre lui et j'ai regardé les étoiles qui commençaient tout juste à apparaître dans le ciel du soir. Pour Hawaï? Jamais. Pour nous? Pour la difficulté de cette année? Je me suis tourné dans ses bras pour voir son visage. André, cette année a été la première année de notre mariage où j'ai eu l'impression de compter, où j'ai senti que ma voix était entendue et que mes besoins étaient pris en compte. Ça a été dur, mais c'était vrai. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour exiger d'être comprise. Nous sommes restés là un moment dans un silence confortable, écoutant les bruits de notre famille qui rangeait à l'intérieur des gens normaux faisant une quantité normale de travail et partageant une quantité normale de responsabilités. Alors, quel est le plan pour l'année prochaine? Demanda André. Le même groupe, la même taille, les mêmes limites, dis-je fermement. Quoi qu'il change par ailleurs, cela reste identique. Tant mieux, dit-il en embrassant le sommet de ma tête. J'aime la femme qui fixe des limites. Je l'aime beaucoup plus que la femme qui prétendait ne pas en avoir. Alors que nous rentrions ensemble, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. La femme qui me regardait était détendue, confiante, sincèrement heureuse. C'était quelqu'un que je reconnaissais. Pas le fantôme cherchant à plaire à tout le monde que j'étais devenu au fil des ans, mais la personne que j'étais avant d'apprendre à me faire plus petite pour le confort des autres. C'était quelqu'un que j'étais fier d'être. Dans la cuisine, Carmen chargeait les derniers plats dans le lave-vaisselle pendant que ses enfants jouaient tranquillement dans le salon. Denny et sa femme emballaient les restes qu'il emportait chez eux. Tout le monde contribuait au nettoyage, tout comme chacun avait contribué au repas. C'était parfait, dit Carmen en m'embrassant pour me dire au revoir. Exactement ce que devrait être la fête de l'Action de grâce. Intime, approuva la femme de Denny. Vraiment relaxant au lieu de ressembler à une performance. Une fois que tout le monde fut rentré, André et moi nous sommes assis ensemble sur notre canapé, tous deux fatigués mais satisfaits d'une manière que je n'avais pas ressentie après une fête depuis des années. J'ai quelque chose pour toi, dit André en fouillant dans la poche de sa veste. Ce n'est pas encore Noël, protestai-je. Ce n'est pas un cadeau de Noël. C'est un cadeau d'excuse et un cadeau de promesse. Il me tendit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un billet aller-retour pour Hawaï, départ le lendemain de Noël. Pour nous deux cette fois, dit-il. Je me suis dit qu'il était temps que je voie à quoi ressemble le paradis à travers tes yeux. J'ai regardé le billet, puis mon mari, qui avait passé l'année écoulée à apprendre à me voir comme une personne plutôt que comme un prestataire de service. André Williams, dis-je, en utilisant son nom complet comme je le faisais quand nous sortions ensemble et que tout semblait possible. Tu pourrais bien valoir la peine d'être gardé après tout. Il rit et me tira plus près de lui. Daniel Williams, dit-il. Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais invisible. Dehors, la première neige de la saison commençait à tomber, couvrant notre quartier d'un silence blanc et pur. Mais à l'intérieur de notre maison, tout semblait chaleureux, lumineux et plein de possibilités. J'avais appris à me choisir sans perdre les gens qui comptaient vraiment. J'avais appris que l'amour n'exige pas le sacrifice de soi, mais la reconnaissance de soi. Et j'avais appris que parfois, la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire est simplement de refuser de disparaître.